Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce 8 décembre. Voici les titres. La campagne électorale pour la reprise des élections locales prévues le 16 décembre prochain en Côte d'Ivoire a démarré ce samedi. Elle prend fin le vendredi 14 décembre. Les régions concernées pour les régionales sont celles du Logui-Bois et du Guémont. Pour les municipales, il s'agit notamment des communes de Grand Bassam et de Bingerville. Comment éradiquer la corruption dans les systèmes électoraux? La question est au centre du 5e forum annuel des organes de gestion des élections qui vient de refermer ses portes à Abidjan en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les participants ont fait des propositions pour des élections sans corruption en Afrique. Dans ce 20h, nous irons dans la région du Tonpi, dans l'ouest ivoirien, où 60 localités ont été raccordées au réseau électrique national. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la mise sous tension symbolique à Guyonlé, un village situé dans la sous-préfecture de Mans. Le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, a été célébré hier vendredi 7 décembre, 25 ans après sa disparition. Des prières ont été dites en sa mémoire. Mais 25 ans après, que reste-t-il de l'oufouettisme? Qu'est-ce que cela implique? Élément de réponse dans le dossier de ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. On s'intéresse aujourd'hui à l'histoire des orphelinats de Bingerville et de Grand Bassam. Pourquoi, comment et par qui ces orphelinats ont-ils été créés? De la maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. C'est un livre écrit par un officier supérieur de l'armée. Il s'agit du colonel-major Asamoah Giezoua Kona-Edouard. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Bonsoir, monsieur Asamoah. Bonsoir, bonsoir. Alors, dites-nous, vous êtes militaire, vous êtes officier supérieur de l'armée, mais ce soir, vous n'allez pas porter cette casquette, mais plutôt la casquette d'écrivain sur ce plateau. Et vous venez de publier De la maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. Dites-nous, pourquoi vous vous intéressez à cette histoire? Oh, je suis un passionné d'histoire et j'ai passé de longues années à Bingerville, à l'école primaire et puis dans les classes secondaires. Et cette ville m'a marqué. Et je me suis intéressé à l'histoire des écoles de Bingerville et particulièrement de l'histoire de l'orphelinat de Bingerville. Et vous êtes un ancien pensionnaire de cet orphelinat. Ancien pensionnaire de cet orphelinat, voilà. Vous allez nous en dire davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, monsieur Asamoah Giezoua Kona-Edouard. La campagne électorale a débuté ce samedi dans les 2 régions et les 6 communes où les dernières municipales et régionales couplées ont été invalidées par la Cour suprême. La campagne démarrée aujourd'hui, samedi, s'achève vendredi 14 décembre prochain et le scrutin va reprendre pour les régionales dans le Logui-Bois et le Guémont, pour les municipales dans les communes de Grand Bassam, Bingerville, Port-Boué, Lakota, Rubino et Boko. Les élections, je rappelle, sont prévues le 16 décembre prochain. On en arrive à notre dossier de ce 20h avec cette question. Que reste-t-il de l'oufouettisme? 25 ans après le décès du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, la question suscite de l'intérêt. Houphouët était un homme de paix reconnu par ses pairs à travers le monde et durant toute sa vie, Nanan Boigny, comme on l'appelait, a exhorté l'univers tout entier et particulièrement la population ivoirienne à cultiver l'amour du prochain. L'oufouettisme, c'est le dossier que nous propose Abdoulaye Koné. Je voudrais demander aux dirigeants de ce monde. Félix Houphouët-Boigny, né Dia Houphouët le 18 octobre 1905 à Ngokro, nom originel de son village qui devient Yamoussoukro selon la biographie officielle du père de la nation. Surnommé le sage, ou même Nanan Boigny, ou encore Nana Houphouët, Félix Houphouët-Boigny est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, proclamée le 7 août 1960. Le 27 novembre de la même année, Félix Houphouët-Boigny est élu premier président de la République. Il sera reconduit dans ses fonctions lors des élections de 1965, 70 et 1980. Mais qui était Félix Houphouët-Boigny? Le président était un père pour chacun de nous, mais pour moi en particulier. Et je ne pourrai jamais m'arrêter de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait pour chaque Ivoirien. Il a fondé notre nation, il a dirigé
dans la fraternité, dans l'ouverture. Et chaque fois que je viens à Yamoussoukro, je viens m'incliner ici dans le caveau pour demander qu'il continue de veiller sur la Côte d'Ivoire. À quelle valeur était-il attaché? À Abidjan, nous avons rencontré l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire de 1963 à 70, Lambert Amontano. C'est un homme qui avait de grandes ambitions pour son pays, je ne cesserai de le dire. Et c'est un visionnaire. Depuis sa résidence de Daoukro, l'homme d'État et ancien président de la République de 1993 à 1999 se souvient également de l'homme qu'a été Félix Houphouët-Boigny. C'était un apôtre de la paix. Comme il disait, la paix, c'est un comportement. Sur toutes les questions nationales et internationales, le président Houphouët-Boigny était de plein pied avec la réalité. Cet homme qui a été le plus grand président de la Côte d'Ivoire restera toujours dans la mémoire des Ivoiriens. « 25 ans après sa disparition, la génération 2.0, c'est tout de même quelque chose du père de la nation. Félix Houphouët-Boigny est perçu comme un bâtisseur pour les uns, mais surtout comme un homme de paix pour la grande majorité. C'est quelqu'un de très bon et autre chose. Tout le monde devait prendre exemple sur lui. C'est un grand homme, il a fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il a aboli le travail forcé. C'est grâce à lui, on a eu l'indépendance en Côte d'Ivoire en 1960, le 7 1960, tout ça. Là, il y a trop de trucs à dire sur lui. Cependant, après son décès, la Côte d'Ivoire va connaître une succession de crises qui va engendrer 12 ans plus tard la création d'une coalition de partis politiques, le RHDP, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Les membres fondateurs que nous avons rencontrés voient dans cette coalition une sauvegarde du courant de pensée politique du père de la nation, l'oufouettisme. Lorsque, en 2005, les 4 présidents de partis qu'on connaît se sont retrouvés à Paris pour signer l'accord de création du RHDP, il y avait quelque part une ferme volonté d'œuvrer pour que le pays revienne vite à la stabilité, au développement et à la paix. Ici, ce que nous voulons, c'est justement nous appuyer sur les valeurs qu'il nous a léguées pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire un pays où les citoyens, les fils et les filles savent se retrouver quand ça s'impose à eux, parce qu'il nous a dit que le dialogue est l'arme des plus forts et on doit pouvoir l'utiliser à tout moment. La recherche de la paix et du compromis à travers le dialogue, c'est la prescription faite par Félix Houphouët-Boigny. Pourtant, la Côte d'Ivoire a vécu plusieurs crises sociopolitiques depuis 2002. Oufou a dit, on sait quand commence la guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Elle finit par le dialogue, par un traité, après pas mal de dégâts. Il a toujours voulu le meilleur pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Il a pu y parvenir ou ne pas y parvenir, mais au moins ça, on ne peut pas le lui contester. Et c'est ce que j'aimerais vraiment que pour demain, nous partagions tous. Il y a eu aussi chez lui, de manière récurrente, la référence à la paix, à la culture de la paix, au fait qu'avec l'entente, on construit. Hors de l'entente, on ne construit pas, on détruit. Quand l'arbre tombe, les oiseaux se dispersent, ça s'est passé hier, ça semble se passer aujourd'hui, mais je voudrais vous dire que la substance aura donc se mobiliser, se retrouver, se rassembler par-delà donc nos divergences, et c'est ce qui est important pour la Côte d'Ivoire.
Hier, la Côte d'Ivoire a connu des soubresauts liés à la transition du régime de parti unique à un régime multipartisan. Le pays qui a vécu des crises multiformes s'est redressé progressivement. Dès lors, les filles et fils du pays ne ménagent aucun effort pour remettre la nation sur les rails de l'émergence à l'horizon 2020. Voilà, 25e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny. Que reste-t-il de l'oufouettisme? Un dossier signé Abdoulaye Koné. Hier, vendredi 7 décembre, marquant donc le 25e anniversaire du décès du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, les femmes du PDCI RDA Pro RHDP ont rendu hommage au président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne. Elles se sont retrouvées au Palais de la Culture de Treichville où elles se sont par ailleurs engagées à promouvoir la paix. On en sait plus avec nos reporters Iriebi et Abou Sanou. Un palais de la culture de Treichville archi-comble. Pour leur première sortie officielle, les femmes du PDCI RDA, issues du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, ont battu le rappel de leurs troupes pour commémorer l'an 25 de l'anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny et réaffirmer leur adhésion au RHDP unifié. Elles entendent pour cela œuvrer pour la paix et le rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les petits-enfants d'Houphouët-Boigny. Nous, ce que nous devons faire, c'est s'aimer l'amour, la cohésion, la paix. Parce qu'Houphouët-Boigny nous a montré le chemin. Pour le président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, cette mobilisation des femmes du PDCI RDA, proche du RHDP, est la preuve que le mouvement est en train de gagner du terrain. Nous avons refusé du monde et ça déjà c'est salutaire pour notre mouvement. Ça a été l'occasion aussi pour les femmes de montrer à la face du monde qu'au niveau du RHDP, il y a beaucoup de femmes du PDCI RDA. La ministre Kandia Kamisoko Kamara, qui représentait pour la circonstance le Premier ministre, patron de la cérémonie, a pour sa part encouragé les femmes du PDCI RDA, proche du RHDP, à mobiliser davantage pour une solide implantation du dit mouvement sur le territoire national. Nous voulons que cela s'étende au rassemblement de tous les enfants de ce pays, à commencer par le rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire, dont nous lançons le mouvement Rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire pour la paix et le développement. Des rendez-vous importants pour la mobilisation autour du RHDP unifié sont annoncés dans les jours à venir. Voilà, je vous propose à présent de faire un tour aux États-Unis d'Amérique où le ministre des Affaires étrangères, Marcel Montano, a présidé le débat ministériel du Conseil de sécurité de l'ONU. Le thème de ce débat portait sur l'implication des États et organisations sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. Marcel Montano a livré la position de la Côte d'Ivoire sur la question et selon lui, il faut une synergie d'action et une étroite collaboration avec les Nations Unies en vue de régler durablement les conflits. Je vous propose un extrait du discours du ministre ivoirien des Affaires étrangères à la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire invite toutes les parties prenantes à franchir une étape supplémentaire afin de trouver des solutions durables et indispensables au fonctionnement efficace des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine. En tout état de cause, c'est dans le cadre d'un effort solidaire et d'une réelle implication de tous ces acteurs que la communauté internationale parviendra à renforcer les mécanismes de règlement et de prévention des conflits susceptibles de contribuer efficacement à la paix et à la sécurité internationale. La Côte d'Ivoire entend y prendre toute sa part et espère que son expérience en matière de sortie de crise qu'elle tient à partager contribuera à l'atteinte de ses objectifs pour le bonheur des peuples et le développement de l'Afrique. Je vous remercie. Sur place ici en Côte d'Ivoire, des acteurs réunis pour le 5e forum annuel des organes de gestion des élections veulent éradiquer la corruption dans les systèmes électoraux. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan apporte son soutien. Il a présidé donc l'ouverture et la clôture de ce forum. Les participants ont fait des propositions pour des élections sans corruption. Le reportage de Jérôme Kofi-Abolin. Ils se sont donné 2 jours de réflexion pour la bonne gouvernance électorale sur le continent africain. Au nom de ces participants du 5e forum annuel continental des organes de gestion des élections qui a pris fin ce samedi
à Azalaï Hôtel d'Abidjan, la commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine est certaine que ces travaux contribueront à éviter désormais des élections avec des armes en Afrique. Pendant 2 jours, les responsables des organes réunis ici dans cette salle ont partagé, ils ont écouté, ils ont réfléchi et analysé et débattu sans tabou et sur les différents thèmes que nous avons examinés ici à Abidjan. Cela nous permet de lutter contre la corruption dans les processus électoraux et les organes de gestion des élections contribueront avec les acquis d'Abidjan, contribueront à la consolidation dans leur travail de la démocratie, de l'état de droit sur le continent et la tenue d'élections qui soient pacifiques, inclusives, crédibles, démocratiques et paisibles. Ainsi, vous contribuerez à la réalisation de l'objectif, un des objectifs de l'Union qui est de faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Le président de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, Youssouf Bakayoko, se dit également satisfait. Pour lui, cette rencontre constitue l'une des occasions d'échange d'expériences en vue des élections crédibles sur le continent. Ce 5e forum annuel continental a offert aux acteurs électoraux sur notre continent l'occasion de partager leur expérience dans la lutte contre la corruption dans les processus électoraux, de tirer des enseignements afin de renforcer partout l'intégrité électorale. Idem pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, c'est sur un regain d'espoir qu'il a clos les travaux. J'espère que toutes et tous, participantes et participants à ce 5e forum, et surtout acteurs principaux des processus électoraux africains, vous avez acquis les connaissances nécessaires et indispensables pour renforcer la promotion de la gouvernance démocratique dans vos pays respectifs. Il s'agit là, me semble-t-il, d'une condition primordiale pour bâtir des institutions fortes et crédibles en Afrique. Le développement durable et inclusif représente une priorité forte pour les pays africains et est inscrit au cœur des stratégies de développement portées par la vision de l'émergence de l'Afrique, comme préconisé d'ailleurs par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des élections crédibles dont les résultats sont acceptés de tous ou par tous déterminent les conditions d'une paix et d'une stabilité durable. C'est en effet dans un tel environnement que nos gouvernements pourront mener à bien les ambitieux programmes de développement qui permettront de sortir des franges importantes de nos populations, l'extrême pauvreté, et plus globalement de réaliser les 17 objectifs de développement durable, les ODD, adoptés par les Nations Unies. Vers des processus électoraux sans corruption, renforcer l'intégrité électorale en Afrique, c'est le thème de cette rencontre d'Abidjan, rencontre qui se veut une plateforme d'apprentissage des pairs dans la gestion des élections crédibles et démocratiques sur le continent africain. Voilà, et on passe à présent à la campagne électorale pour la reprise des élections locales prévues le 16 décembre prochain en Côte d'Ivoire. La campagne a démarré aujourd'hui, elle prend fin le 14 décembre. Nous sillonnerons dans ce 20 heures quelques localités pour voir l'ambiance ce premier jour de campagne. Nous ouvrons à Port-Boué où le scrutin municipal va reprendre. La campagne a démarré effectivement ce samedi pour le candidat indépendant Cissé Lassana. Voyons sa stratégie pour rallier plus de voix avec notre reporter Franck Quadio. Municipal à Port-Boué, premier jour de campagne. Le candidat indépendant Cissé Lassana est allé à la rencontre des habitants de Siennera Village, à 12 km du centre-ville. Aujourd'hui, 80% des jeunes sont au chômage. Et donc, nous voulons effectivement former cette jeunesse, financer la jeunesse pour lui permettre de s'installer en tant que des entrepreneurs locaux. Les femmes ont besoin de financement de leurs projets. Port-Boué a besoin d'un vaste plan d'assainissement global. Il faut voter votre fils Cissé Lassana pour qu'au soir du 16, nous puissions effectivement permettre à notre population de bénéficier des commodités. Du côté de Mossou, à Grand-Bassam, le candidat du RHDP, Jean-Louis Moulot, est sur le terrain à la conquête d'électeurs. Mama Traoré.
C'est le moment de confirmer Moulo. C'est sous ce slogan que la liste RHDP mène campagne pour la reprise de l'élection municipale à Grand Bassam. Avec le soutien des hauts cadres du RHDP et des Bassamois, Jean-Louis Moulo repart confiant à cette bataille électorale. Nous avons bénéficié d'un vaste soutien populaire. La justice a décidé de la reprise de ce scrutin. Ça va permettre également d'apaiser les esprits. Et ce match retour, comme je le dis, nous sommes confiants de le remporter. Notre ville a montré un visage navrant qui me peine. Donc j'invite les Bassamois à dépasser les tristes événements que nous avons connus et à se rassembler autour d'un projet de développement et d'une équipe autour de la liste que je dirige. Les élections municipales reprennent également à Bingerville. 6 listes sont dans la course, dont Issouf Doumbia, candidat indépendant. Il a lancé sa campagne à Abata Village. Il invite les électeurs à lui faire confiance le 16 décembre prochain. Ouattara Amadou Walter. C'est en s'adressant à ses potentiels électeurs en langue locale que Issouf Doumbia de la liste Bingerville en marche a entamé sa campagne à Abata Village. Ce candidat affirme être en mission pour la population. La réconciliation est sa priorité. Nous avons commencé la réhabilitation des classes, le curage des caniveaux, le pont du quartier Korokobou et beaucoup de choses en cours. Le marché, les ordures du marché, nous avons débarrassé. Nous avons commencé à réfléchir au développement de la commune. Tout le monde se retrouve autour de Issouf Doumbia pour la réconciliation de Bingerville. Sortez massivement le 16 et allez voter, allez confirmer la victoire de votre fils Issouf Doumbia que je suis. Lakota est au nombre des villes concernées pour la reprise des municipales décidées par la Cour suprême. Mais comment les populations de Lakota ont-elles vécu ce premier jour de campagne? Quelles sont les attentes pour la suite du processus électoral? Herman Guivet est sur place. Nous entrons dans la ville de Lakota. Un vent de tranquillité souffle sur la ville. Quelques affiches de candidats à la municipale et au régional, placardées à certains endroits stratégiques de la ville, rappellent aux habitants et aux visiteurs que des élections se préparent. Nous sommes au rond-point de Lakota. Circulation intense. C'est ici que la violence avait atteint son paroxysme. Même si la vie a repris son cours normal, depuis ces tristes événements, certaines populations de Lakota portent encore les stigmates de ces violences et aspirent pour cette fois à des élections sans violence. On a besoin de l'attente. Pour que ça se passe bien, il prévoit qu'il y aura bagarre. On ne veut plus ça. On veut la paix à Lakota. On aimerait que la sécurité soit à la hauteur. C'est une sécurité vraiment très bien organisée. On aimerait la paix à la population. On ne veut pas que de bagarres. Il faut que la paix règne, que le meilleur gagne. 2 candidats sont en lice pour la municipale et 6 candidats pour la régionale. Début de campagne plutôt timide. Oui, ça timide. On ne sent pas réellement s'il y a encore des élections qui vont se passer à Lakota. Je souhaite des élections apaisées, normales, sans palabre et que le meilleur gagne. Bon, jusqu'à présent, on ne sent pas qu'il y a une campagne, puisqu'il n'y a pas de bruit. Bon, tout à l'heure, j'ai vu une photo du maire sortant, tout à l'heure, sortant de ma maison. C'est là que j'ai su que vraiment la campagne a commencé. Sinon, il n'y a pas de bruit pour le moment. Vraiment, nous avons besoin d'un maire. Mais il faudrait que les élections soient apaisées, que le vainqueur soit le vainqueur, le vaincu soit le vaincu. Voilà, laisser les gens librement voter et puis bon, laisser il faire son travail et puis bon, ils vont proclamer les résultats. Et qu'on évite vraiment la violence. Début de campagne plutôt timide, un constat qui devrait certainement changer les jours à venir. La campagne s'achève le 14 décembre prochain. Le scrutin aura lieu le 16 décembre. Voilà tout ce que l'on pouvait dire à ce premier jour de campagne pour la reprise des élections locales en Côte d'Ivoire. Nous partons à présent pour la région du Tonpi, c'est dans l'ouest ivoirien, où 60 localités ont été raccordées au réseau électrique national. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la mise sous tension symbolique à Guionlé. C'est un village situé dans la sous-préfecture de Mans. Eve Bouy. Par ce geste, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait sortir de l'obscurité la vie des 1421 habitants de Guionlé, un village de la sous-préfecture de Mans. Il s'agit de tirer une ligne de moyenne tension de 1200 mètres, donc de 1 km 200, et tirer aussi une ligne de basse tension dans le village autour de 3200 mètres, c'est-à-dire dans 3 km 200. Il a fallu aussi mettre dans le village 130 poteaux
et équiper donc 112 foyers d'éclairage public. Guianlé, désormais dans la lumière, fait partie des 60 localités de la région du Tonkpi concernées par ce projet financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement BAD. Ce projet est un volet électrification rurale dans le cadre d'un projet beaucoup plus large pour lequel la Banque africaine de développement a contribué au financement à hauteur de 130 millions d'euros. Il est beaucoup plus vaste, il implique donc la réhabilitation et le renforcement des réseaux de transport, de distribution et un accès, un volet électrification rurale. Dans la région du Tonkpi, tous les travaux d'électrification rurale entrepris de 2012 à fin 2018 ont fait bouger les lignes. À la fin de l'année 2019, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. Et qu'avec tous les programmes qui sont mis en œuvre dans cette région, le taux d'électrification va passer d'un peu plus de 30% dans 2011 à plus de 80% dans cette région. Donc nous sommes en train de mettre en œuvre un des objectifs importants du président de la République qui est d'améliorer chaque jour les conditions de vie de ses compatriotes, les Ivoiriennes et les Ivoiriens. Le coût total des investissements pour les travaux d'électrification de ces localités sur la période de 2012 à 2018 est de 42 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la sécurité routière, notez que sur instruction du ministère des Transports, la commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a siégé pour la première fois ce jeudi depuis sa création. 12 dossiers ont été traités et les suspensions du permis de conduire vont de 2 mois à 20 ans. Place maintenant à la page culture de ce 20h. La deuxième édition du Tonkpi Nidalé Festival a démarré. Ce festival des arts et de la culture dont se déroule du 1er au 10 décembre à Mans. On en sait plus avec notre correspondante sur place, Eve Bouy. Et c'est reparti pour le Nidalé, le festival des arts et de la culture dans. Démarré depuis quelques jours, la deuxième édition a atteint sa vitesse de croisière. Cet après-midi, un moment spécialement dédié aux enfants. Jeux, sketchs, poésie, danse pour le bonheur des tout-petits. Le Nidalé, c'est aussi la journée des jeunes avec des communications sur la problématique de l'emploi des jeunes dans la région. Le riche patrimoine culturel et artistique du peuple d'An et de ses alliés, visité et revisité. Une part belle aux jeux, sports et loisirs patrimoniaux. En marge de tout cela, le Nidalé fait aussi la promotion de l'économie locale. Ateliers thématiques, forums économiques, colloques et le Nidalé Exposition. 50 stands de haut niveau, des exposants dans les domaines de l'agriculture, la culture, les ONG et associations et la recherche. Nous travaillons sur une plante qui est communément consommée par nos parents ici à l'ouest, qu'ils appellent zan. Mais le nom scientifique, c'est Bitneria catalpifolia. Nos parents, depuis des décennies, la consomment, mais pas de la bonne manière. Et moi, après mes travaux de recherche, j'ai trouvé qu'il y avait des résultats intéressants dedans. Il fallait d'abord venir leur montrer les résultats et leur montrer comment est-ce qu'il faut consommer la plante. En ce qui concerne le forum économique, des experts de l'entrepreneuriat et de l'innovation prospectent cette riche région. C'est une région à forte potentialité. Nous ferons tout pour conduire nos investisseurs au fur et à mesure, mais tout passera par la formation. Et aucun développement ne peut se faire sans la formation. Les nombreux festivaliers venus d'ici et d'ailleurs apprécient. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire, agréablement surpris par ce que je suis en train de voir en termes de culture, en termes de sagesse et en termes d'opportunités. Pour la valorisation de notre culture, vraiment je suis très comblé de joie parce que ce que le Nidalé fait pour nous aujourd'hui, c'est un grand rassemblement pour ne pas que nos coutumes se perdent. Pour les initiateurs, cette deuxième édition du Tonkpi Nidalé Festival promet. Je suis simplement heureux qu'en 2 éditions, le Tonkpi Nidalé ait atteint ce niveau de performance. C'est une fierté. Je voudrais féliciter tous mes collaborateurs, tous les partenaires qui nous font confiance. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de samedi. On vous retrouve, M. Asamoah Guézoa Kona-Edouard. Vous venez de publier, je rappelle, de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. C'est un ouvrage dans lequel vous retracez l'histoire de l'orphelinat de Bingerville qui a été créé en 1910.
Exactement, effectivement. Cet orphelinat est écrit en 1910. Il a évolué d'abord en... On l'a appelé d'abord la Maison des Métis. Et justement, l'orphelinat Garçon de Bingerville était autrefois appelé la Maison des Métis. Exactement. C'est assez curieux. Alors, pourquoi a-t-on ouvert une maison des Métis à cette époque coloniale? Effectivement, c'est dès les premiers rapports coloniaux entre la France et la Côte d'Ivoire, il y a des enfants métis qui sont nés. Et pour s'occuper de ces enfants métis, on a créé la Maison des Métis de 1910 jusqu'à 1930. Et c'est cette Maison des Métis qui a évolué plus tard, qui est devenu en 1939 le foyer des Métis, et plus tard orphelinat national de Côte d'Ivoire, et ensuite orphelinat des garçons de Bingerville et orphelinat des filles de Grand Bassam. D'accord. Voilà pour l'histoire. Dites-nous, comment ces enfants métis vivaient-ils cette situation à l'époque? C'était difficile, hein. Effectivement, ils ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles, mais ils ont eu le fait qu'ils ont été regroupés dans cette maison des métis, dans ce foyer des métis, qui a permis qu'on leur donne une éducation, qu'on leur donne des perspectives. Et c'est tout cela que j'ai relaté dans l'ouvrage que j'ai fait. D'accord. Comment cette maison était-elle administrée? Qui la finançait? Alors, la maison était administrée à l'époque par le pouvoir colonial. Et puis ensuite, quand elle est devenue orphelinat national de Côte d'Ivoire et orphelinat des garçons de Bingerville, par l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire a toujours donné les moyens pour que les enfants soient pris en charge là-bas, dans un internat, et qu'on s'occupe d'eux, et qu'on puisse leur donner des perspectives nouvelles pour qu'on les intègre dans la société ivoirienne. D'accord. Alors, de la maison des Métis, vous l'avez dit, on est passé au foyer des Métis. Pourquoi? Exactement. On est passé au foyer des Métis parce que quand on l'a récréé en 1939, on a estimé que le terme foyer était beaucoup plus chaleureux que maison des Métis. C'est pour ça qu'on a demandé que le nom soit porté à foyer des Métis. Qui l'a estimé ainsi? C'est un inspecteur de l'enseignement de l'époque, qui s'appelle l'inspecteur Aquin. C'est lui qui a proposé à l'administration coloniale de l'époque qu'au lieu de maison des Métis, on nomme cet endroit-là le foyer des Métis. Voilà un peu pour l'histoire. D'accord. Alors, et cette histoire de l'orphelinat de Bingerville vous a intéressé, bien sûr. Vous avez publié d'ailleurs un ouvrage qui a été dédicacé samedi dernier, samedi 1er décembre, au sein de l'orphelinat garçon de Bingerville. Nous allons suivre ensemble ce reportage de Issa Kionayeo et en discuter par la suite. Devant un parterre d'invités et d'anciens pensionnaires de l'orphelinat de Bingerville, le colonel-major Asamoah Guézou Kona Edouard dédicace son ouvrage de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. Émotions et témoignages permettent de parcourir l'histoire de l'école. Pour les anciens de l'établissement, cet ouvrage est une occasion de vivre de vieux souvenirs, tant dans l'apprentissage que dans la discipline instaurée par leurs formateurs. Ce sont des émotions fortes que je ressens, surtout quand je vois mes amis, les petits amis que nous étions avant à l'école primaire, puisque c'est une école primaire, et les souvenirs que nous nous rappelons aujourd'hui, que pratiquement tous nous sommes à la retraite, c'est-à-dire nous sommes vieux aujourd'hui. Je suis heureux qu'il y ait eu quelqu'un d'entre nous qui a eu cette idée, qui a pris l'initiative de capitaliser tous les témoignages que nous avons, des moments que nous avons passés ici, avec les différents directeurs, dont principalement celui dont on a parlé, le Gilbert Drussy, qui a été directeur pendant 30 ans. Le livre de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018 contient 221 pages parsemées d'images de l'histoire coloniale, de la Côte d'Ivoire et de l'école. De la Maison des Métis, on passe au foyer des Métis et le foyer des Métis sera transformé quelques années plus tard en orphelinat, l'orphelinat national de Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit. Alors, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui a justifié cet autre changement de statut? Alors, l'histoire retient que c'est un Européen qui avait son cuisinier qui est décédé et qui avait laissé 3 enfants à charge. Et c'est cet Européen-là qui va proposer en 1952 à l'administration que ces 3 orphelins, pour la première fois, soient autorisés à être intégrés dans ce qu'on appelle le foyer des Métis. Et c'est quand ces 3 orphelins sont rentrés dans ce foyer des Métis que la dénomination de l'établissement a changé et qu'elle est passée du foyer des Métis à orphelinat national de Côte d'Ivoire en 1953, avec des garçons et des filles. Et il y a une autre version que vous avez relatée dans votre ouvrage. Exactement. Cette deuxième version, qu'est-ce Alors la deuxième version,
Ouais, un peu. Elle dit que on est quand même en 1952. On sait que les indépendances approchent et on se dit que la puissance coloniale ne veut pas laisser un établissement où elle va laisser ses enfants à l'intérieur. Donc elle va décider de changer l'appellation de l'établissement et de changer l'établissement et d'en faire un orphelinat réellement où tous les enfants seraient admis. Des métis comme des métis comme qui seront donc intégrés. Alors en 1972, l'orphelinat des filles de Grand Bassam va voir le jour. Pourquoi et comment la nouvelle avait été accueillie? Alors c'est le directeur de l'école, M. Drussy Gilbert, qui à l'époque se rend compte qu'il a beaucoup d'élèves, garçons et filles, et que son établissement a beaucoup de succès. Et c'est lui qui va demander à ce qu'on puisse séparer les garçons des filles et qui va chercher où est-ce qu'il pouvait mettre les filles. En 1972, il va trouver dans la ville de Grand Bassam, c'est encore un clin d'œil à l'histoire de Côte d'Ivoire, puisqu'on retourne dans la première capitale du pays, et c'est à Grand Bassam qu'il va trouver l'espace nécessaire pour y mettre les filles. Et depuis 1972, vous avez l'orphelinat des garçons de Bingerville et l'orphelinat des filles de Grand Bassam. Alors justement, pour écrire votre ouvrage, vous avez rencontré des anciens pensionnaires. Dites-nous, que sont-ils devenus aujourd'hui? Alors les tout premiers que j'ai rencontré des pensionnaires de 1939 qui malheureusement sont décédés. Il y a quelques-uns qui sont encore là, ceux qui sont rentrés en 1940 à l'école et qui étaient présents à la dédicace et qui ont donné vraiment un cachet à cette cérémonie de dédicace. Il y a quelques-uns qui sont encore vivants et ce sont eux la mémoire de l'école. Et c'est grâce à leur témoignage, grâce à tous leurs conseils et tout leur vécu que j'ai pu réécrire toute l'histoire de cette école. Voilà. D'accord. Alors vous êtes vous-même ancien pensionnaire, je l'ai dit, de l'orphelinat de Bingerville. Exactement. Dites-nous, comment voyez-vous cette structure aujourd'hui? Alors, je suis très content parce que je maintiens que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas failli. L'État de Côte d'Ivoire s'est toujours occupé de cet établissement, a toujours donné les moyens pour que les orphelins soient pris en charge. Bon, mon seul regret, c'est l'état dans lequel se trouve le palais, qui représente l'établissement. Le palais, vraiment, il n'était pas dans un bon état. Et vraiment, il nécessite... Je pense que l'ouvrage que vous avez commencé à écrire va peut-être interpeller. Alors, l'orphelinat de Bingerville, créé à l'époque coloniale, a été classé monument historique le 27 mars 1991. Je tiens à cette date de votre ouvrage. Ça a été donc classé monument historique par le président Félix Houphouët-Boigny. Alors, dites-nous, quel lien le père de la nation ivoirienne avait-il avec cette institution? C'est une très bonne question parce que vous savez qu'on fête les 25 ans du décès de Houphouët-Boigny. Depuis hier. Et Houphouët-Boigny avait un lien très fort avec cette école. D'abord, il a fait ce qu'on appelait l'école primaire supérieure en 1915 à Bingerville. Et cette école primaire supérieure était exactement dans le même espace que ce qu'on appelait à l'époque la maison des métis. Donc il a connu cette maison des métis. Ensuite, il y a beaucoup de ministres de ces gouvernements successifs qui étaient issus de cette école-là. Je pense au père de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire, qui est Barry Battesti, qui était un ancien élève du foyer des métis. Je pense aussi à Auguste Mirémont. Je pense aussi à Mme Jeanne Gervais, qui était la première femme ministre en Côte d'Ivoire, qui était aussi la première institutrice au foyer des métis. Je pense aussi à cette décision qu'il prend de classer ce bâtiment comme bâtiment historique de Côte d'Ivoire. Et j'ai réussi à avoir des images du président Félix Houphouët-Boigny dans l'établissement. C'est très attendrissant de le voir partager. C'est le seul président qui a mis les pieds dans cet orphelinat. Dans cet orphelinat, qui a regardé des films avec les enfants. C'est vraiment très touchant. Alors, pour terminer cette page culture, dites-nous, plus d'1 siècle et demi après la création de cet orphelinat d'ailleurs où vous avez vécu, dites-nous quelle est l'adresse que vous pouvez lancer à tous ces Ivoiriens, cette jeune génération qui nous regarde, parce que vous dites que cet orphelinat a un lien avec notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, mon premier mot, c'est de dire que cette école fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette école a son histoire personnelle qui est intimement liée à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que les enfants qui y ont séjourné y ont appris des vertus de fraternité. Et ça, c'est très important, hein, le vivre ensemble.
quand vous voyez la solidarité, la cohésion, la fraternité entre les anciens de cette école, vous êtes frappés. Et c'est ça qui m'a un peu touché quand je faisais cette enquête et que j'ai passé mon temps à interroger les anciens du foyer des métis, les anciens de l'orphelinat national de Côte d'Ivoire. Et c'est cette fraternité que j'ai retrouvée. Et c'est cette fraternité qui est encore promue dans cet orphelinat? C'est toujours la même fraternité. C'est quand la dernière fois vous avez mis pied? J'y retourne fréquemment. La dernière fois, j'étais là-bas la semaine dernière, et vous voyez ces enfants qui vous approchent, qui cherchent à vous toucher. C'est vraiment touchant et c'est vraiment des actes de fraternité qu'on devrait développer en Côte d'Ivoire. Et c'est une très, très bonne chose. Merci beaucoup, M. Asamoah Guézoua Kona Edouard. Je rappelle que vous êtes officier supérieur de l'armée, auteur du livre de la Maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et Grand Bassam de 1903 à 2018. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Restez avec nous. Vous connaissez la Nuit des Ébonies? Oui. Où on célèbre les journalistes. Oui, les meilleurs. Les meilleurs. Et justement, le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire sera connu ce samedi 8 décembre, la 20e nuit de la communication et Ébonies 2018, organisée par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, se tient ce soir au Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire, sous le parrainage de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.